Denis, tu peux te lancer. Merci, Raphaël. Donc, bienvenue à tout le monde à ce 4e séminaire du Pôle santé pour la programmation de cet automne. Donc, c'est un gros automne. Donc, on a eu beaucoup d'intervenants à l'international. On a eu 2 intervenants back-à-back. Donc, là, on revient en sol québécois. Donc, on est heureux. C'est avec plaisir qu'on a la possibilité cette fois-ci d'avoir Maude de Gagnon-Resenty qui est du CHU Sainte-Justine. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Et ça va nous permettre de bien comprendre ce que le CHU Sainte-Justine a préparé. Et ça a été prémonitoire parce que, bon, ils étaient déjà prêts, je pense, en partie pour venir en aide aux employés en situation de crise et de difficulté. Donc, elle est professionnelle en prévention et gestion des crises, bureau de la qualité de vie au travail. Donc, on voit très bien le lien avec la situation présentement avec la 2e vague. Donc, elle va nous présenter le bureau. C'est quoi le bureau de la qualité de vie à Sainte-Justine? C'est un outil pour favoriser la gestion des crises et les conflits en milieu de travail. Donc, comment ce bureau-là permet de réduire les problématiques vécues par les employés en situation de travail. Donc, ça va permettre aussi à l'ensemble des intervenants du réseau d'avoir quelques pistes de solutions face à la situation présente et qui sait peut-être avoir leur propre bureau éventuellement. Donc, le plan de match aujourd'hui est comme à l'habitude, c'est assez simple. D'abord, notre conférencière va prendre la parole, puis nous aurons ensuite une période de questions comme à l'habitude, donc après environ 40 minutes. Vous serez invité à lever virtuellement la main pour poser votre question directement à la conférencière avec micro et caméra, ou encore à poser votre question via la boîte chat et l'animatrice pourra adresser à la conférencière les différentes questions qui ont été posées via ce médium. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un très bon séminaire. Je cède la parole à Maude. Bonne conférence. Merci, M. Genevert, de la présentation. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis venue vous parler du Bureau de la qualité de vie au travail. Donc, en fait, c'est là que je travaille. J'en suis la responsable et la seule employée pour le moment. Donc, au Bureau de la qualité de vie au travail, en fait, pour vous mettre un peu en contexte là, sur comment est arrivée l'idée du Bureau de la qualité de vie au travail, l'origine du projet est arrivée avec une subvention ministérielle d'1 an, qui est un projet paritaire en prévention SST. Donc, elle a été mise en place en janvier 2019. Moi, je suis arrivée à ce moment-là. Ça a été pérennisé là, en janvier 2020 suite à l'année du projet pilote. Donc, on est maintenant un bureau périn, donc ça va rester à Sainte-Justine. La clientèle des services, ça s'adresse à tout le monde qui travaille à Sainte-Justine, donc autant les employés, les cadres, le personnel, les chercheurs, les membres du CMDP. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tous. Puis, il y a une direction d'appartenance avec la DRH parce que vous allez le voir là, dans le travail, il y a quand même beaucoup de liens à faire au quotidien, mais le Bureau de la qualité de vie relève directement de la PDGA dans un souci de neutralité si jamais il y avait des enjeux là, qui étaient un peu plus difficiles. Donc, la mise en contexte, comment ça a été fait? Ça a été pensé dans l'idée, au moment où il y a eu une refonte du code d'éthique et des valeurs de l'établissement, le CHU Sainte-Justine a travaillé à revoir un peu quelles étaient les valeurs à l'interne. Il y a eu un long processus qui a été vraiment travaillé avec les familles, avec les employés, desquelles sont ressorties 4 valeurs. Et la valeur de bienveillance est ressortie comme étant forte. Puis il y a eu cette idée-là, cette envie-là de pouvoir vraiment la promouvoir à l'interne puis de trouver des façons. Il y avait aussi la volonté de travailler en amont des plaintes pour harcèlement et violence, avoir une approche plus constructive, plus coopérative. Et il y avait aussi la volonté d'être plus soutenant dans les situations qui étaient à haute teneur émotive, dont pour faire des liens avec les gestionnaires. Quels sont mes mandats? Quels sont les mandats du Bureau de la qualité de vie au travail? Donc, il y a 3 mandats principaux qui sont là. Le premier, c'est la gestion des crises. Le deuxième, c'est de recevoir des signalements qu'on a appelé signalement. Et le troisième est un volet de prévention. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail de chacun des mandats. Premier mandat, gestion des crises. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Comment on fait appel aussi quand on est en gestion de crise? En fait,
On a 4 critères qu'on a établis là, pour demander là, du soutien au niveau de la gestion de crise. Donc, on souhaite que ce soit des situations qui sont imprévisibles. Donc, on est dans quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu venir. On est dans des situations qui sont hors de l'ordinaire aussi. Donc, on est à l'extérieur de notre quotidien et des situations qui sont à haute teneur émotive. Moi, je suis travailleuse sociale de profession, donc c'est sûr qu'il faut que je sois un atout. Donc, on est vraiment dans des crises, non pas au niveau de la gestion, mais vraiment au niveau humain. Et il faut que le gestionnaire souhaite recevoir un soutien. Naturellement, là, ce n'est pas un service que soit un employé va demander directement pour venir soutenir dans son équipe ou qui va être imposé là, par un membre de la direction. C'est vraiment un travail de partenariat là, qui se fait avec le gestionnaire sur le moment. Donc, ça peut répondre à un besoin individuel ou à un besoin d'équipe. Et dans le processus, là, on n'avait pas envie que ce soit complexe. Donc, les personnes, ils peuvent m'appeler directement, les gestionnaires peuvent m'appeler directement sur mon cellulaire. Ils ont le numéro, donc ils peuvent me rejoindre rapidement. Qu'est-ce qu'on fait en gestion de crise? C'est quoi les exemples en fait, d'interventions qui sont possibles? Il y a 3 grandes catégories d'interventions sur lesquelles j'ai été appelée dans mes presque 2 ans maintenant à Sainte-Justine. Donc, la première, c'est des interventions d'équipe et de soutien quand il y a des situations qui sont soit des décès traumatiques ou des événements qui sont à potentiel traumatique. Donc, si je veux vous donner quelques exemples, il peut y avoir, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations-là? On va avoir des participations aux rencontres de débriefing. Souvent, les équipes mettaient déjà en place des débriefings quand il y arrivait des décès traumatiques de la part de quelqu'un dans la clientèle, par exemple. Donc, les équipes mettaient déjà un débriefing, mais beaucoup plus technique, hein, où on adressait comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, ça a été quoi les étapes. Et là, c'est d'apporter aussi une dimension un peu plus humaine sur qu'est-ce que ça vous a fait vivre, comment vous vous sentez maintenant, qu'est-ce qui peut être présent, et d'amener aussi de la psychopédagogie par rapport au trauma potentiel. Donc, qu'est-ce qui peut être là, qu'est-ce qu'un trauma vicariant, qu'est-ce que ça implique, quels sont les symptômes à surveiller aussi chez nous quand on a vécu ces événements-là, et s'assurer que tout le monde ait les ressources nécessaires. Dans ces moments-là, il y a aussi des moments où moi, je vais décerner certaines personnes qui seraient des personnes qui pourraient être plus à risque selon leur réaction. Et après ça, en individuel, on pourrait maintenir là, un support et un accompagnement vers des services professionnels. Naturellement, le lien est fait avec le programme d'aide aux employés, avec les ressources humaines, avec les travailleurs sociaux aussi, si jamais il y avait des travailleurs sociaux déjà impliqués. Donc, c'est important de comprendre que moi, je suis en intervention avec les employés. S'il y a des familles qui sont impliquées, c'est vraiment les travailleurs sociaux de l'hôpital qui font le lien là, avec les familles. Après ça, mais un autre sous-groupe serait le soutien à un gestionnaire et à des employés quand il y a des situations qui sont difficiles émotivement. Donc ça, c'est toute situation particulière qui peuvent arriver là, dans le cadre du travail. Donc, par exemple, on a des employés qui, lorsqu'il y a un processus d'enquête à l'interne, une plainte qui a été déposée au commissaire aux plaintes, mais qui relève émotivement, là, qui amène beaucoup d'enjeux à l'employé. Donc, il se sent coupable, il se sent mal. Donc, on peut aller soutenir là, émotivement l'employé à ce niveau-là. Des employés qui ont des idées suicidaires, donc qui vont verbaliser des idées suicidaires, soit à des collègues, soit au gestionnaire, où je vais pouvoir aller m'assurer là, du risque de passage à l'acte et de l'accompagnement vers des ressources adéquates. Des employés qui ont des difficultés au travail, qui sont reliés à des traumas précédents, des employés qui ont appris des décès qui étaient des décès traumatiques de membres de leur famille quand ils sont sur les lieux du travail. Donc, tous ces moments-là où on a un employé qui va vraiment pas bien, qui décompense ou qui est dans une situation extrême dans un bureau, le gestionnaire ne veut pas le laisser partir dans cette situation-là, mais qui n'a pas nécessairement tous les outils là, pour faire l'intervention nécessaire, outre proposer le PAE une fois que ça a été fait, puis que l'employé est quand même pas bien, de s'assurer de faire l'intervention immédiate nécessaire. La dernière catégorie est un soutien d'équipe suite à des comportements de violence ou d'harcèlement de la part des parents. C'est sûr qu'on on en a vu de plus en plus dans les dernières années à Sainte-Justine. C'est vraiment quelque chose qu'on cherche à travailler avec les équipes.
Donc, des situations où les parents vont être violents physiquement, verbalement surtout. Physiquement, on a un peu plus d'outils, mais quand on tombe dans plus du harcèlement, ça devient difficile pour les équipes. On est tenu de leur offrir un milieu de travail sécuritaire, mais c'est sûr qu'on est aussi tenu de pouvoir soigner les enfants. Donc, c'est vraiment un enjeu d'essayer de trouver les conciliations possibles puis d'améliorer la relation. Donc, à ce niveau-là aussi, d'aller faire des rencontres avec les équipes, d'aller regarder avec eux c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs inquiétudes, où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qui pourrait être nos pistes de solutions. Donc, comme je vous dis, moi, je travaille encore avec les équipes et je peux être en lien avec la travailleuse sociale là, qui est au dossier de la famille pour essayer de s'assurer qu'on fait des liens et qu'on y arrive. Donc, d'offrir aussi des moments de ventilation aux équipes là, pour leur permettre de nommer à quel point ça peut être difficile à l'occasion. Pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a pu faire aussi en gestion de crise? Naturellement, on a établi aussi une ligne interne pour tous les employés. Donc, on avait un système avec une Padget où nous étions là, plusieurs travailleurs sociaux à se partager. Donc, autant celles qui sont habituellement aux familles, des psychologues aussi. Donc, il y avait des gardes avec la Padget pour pouvoir que tout le monde puisse nous rejoindre. Il y avait une équipe de marraines pour les employés qui ont été déployés en CHSLD. Donc, c'était vraiment d'avoir des gens qui étaient là pour soutenir autant au niveau technique, donc de vraiment être la personne ressource pour nos employés qui étaient déplacés, qui étaient déployés, vraiment au niveau technique, là, comment je fais pour ma paye, mon uniforme et tout ça, mais aussi d'être un support psychologique et d'être une personne un peu qui les garde à l'œil, donc qui est présente, qui va les texter à l'occasion, qui va être alerte à savoir est-ce que tu vas bien ou tu vas pas bien, est-ce que tu vis des choses qui sont difficiles et qui pouvaient, c'est pas, moi j'étais marraine d'un établissement, mais il y avait plusieurs marraines dans Sainte-Justine et qui pouvaient me référer là, aux besoins ou référer au PAE si on sentait vraiment qu'il y avait des enjeux au niveau plus émotif. Des accompagnements individuels vers les ressources appropriées aux besoins, naturellement, donc d'être en lien quand les gens appelaient au PAE et qu'il y avait des improdits ou des problèmes où c'était pas toujours facile le premier contact, mais de pouvoir m'assurer qu'avec notre coordonnatrice, faire le lien et s'assurer qu'ils reçoivent les bons services, ceux qui ont besoin vraiment. Et on a aussi mis une mise en place de debriefing, en fait, et de prévention du stress post-traumatique à tous les retours en CHSLD. Donc, on a utilisé Zoom. Les gens ils pouvaient faire une rencontre avec moi et une conseillère en soins qui nous étions ensemble, puis on pouvait regarder qu'est-ce qui était le choc du retour, qu'est-ce qu'on pouvait avoir vécu, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre à vivre lors de notre retour et au niveau des stress post-traumatiques, qu'est-ce qu'on pouvait voir comme symptômes pour que les gens puissent être alertes puis qu'ils sentent, qu'ils considèrent qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui serait un besoin de pouvoir consulter. Donc, voilà. Le signalement maintenant, le deuxième mandat, les signalements des situations de conflit et d'harcèlement. On a utilisé le terme signalement vraiment parce qu'on voulait sortir de la plainte. Donc, c'est de signaler simplement un enjeu qu'on vit dans une relation au travail. C'est une démarche qui est volontaire. On peut la faire en personne, par téléphone, par courriel, par Zoom. On est vraiment accessible. C'est un processus qui est confidentiel et qui peut être anonyme à la demande du signalant. On a fait le choix de permettre l'anonymat pour que les gens ils puissent vraiment être à l'aise de venir consulter et dire contrairement à la plainte où on fait un dépôt formel, la personne va être au fait, on a un dépôt de plainte. Donc, que les gens puissent venir voir, hey, je vis ça, je me sens pas bien dans cette relation-là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, comment je peux le faire? Et en fonction de ce que les gens vont nommer, on va décider est-ce qu'on reste dans l'anonymat ou pas, est-ce qu'on va adresser les choses avec la personne autrement. Donc, après ça, je vais vous parler des différentes possibilités là, qu'on regarde par la suite. Et ça peut être fait en tant que personne impliquée ou à titre de témoin. Donc, on voulait que des collègues puissent apporter des situations qu'ils considèrent être inadéquates entre deux collègues ou avec un gestionnaire aussi. Là, donc, à titre de témoin aussi, on prend les signalements et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
C'est quoi le processus? Donc, première étape, simplement, là, on fait une entrevue avec le signalement, avec le signalant. Donc, quelles démarches ont déjà été faites? C'est quoi la situation? C'est quoi leurs attentes? Puis, on s'entend ensemble sur des actions à prendre. Donc, qu'est-ce que la personne veut faire? Ensuite, on fait un lien avec le gestionnaire ou la DRH si on a besoin. Donc, naturellement, là, ça peut être anonyme et ces gens-là peuvent ne pas être impliqués. Mais si jamais on a besoin d'une implication, on veut aller valider est-ce que les personnes ont déjà des dossiers connus au niveau des relations de travail? Est-ce que le gestionnaire accepterait de libérer sur le temps de travail les deux personnes pour qu'on puisse faire une médiation? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et l'offre de service, donc, on discute soit de l'information, l'accompagnement individuel, de la médiation, du soutien au gestionnaire, donc vraiment plein de choses qui peuvent être offertes. Et si jamais il y a une satisfaction du processus ou que les faits qui sont rapportés sont de nature grave et qu'on juge qu'il y aurait besoin d'avoir une plainte formelle, donc le dépôt de plainte peut être mis. Naturellement, ce processus-là est recommandé, il n'est pas obligatoire. Les gens peuvent encore aller porter plainte directement aux ressources humaines s'ils ne souhaitent pas faire ce processus-là. Mais il est fortement recommandé. Donc, voilà. Puis, on travaille beaucoup avec les syndicats aussi là, pour qu'ils le recommandent avant d'arriver au dépôt de la plainte pour que les gens puissent arriver à essayer d'améliorer les relations. Ça a été fait aussi, entre autres, parce que, vous le savez, mais quand les plaintes sont déposées, on a vraiment un impact au niveau de la relation entre les gens. Donc, même si plainte est déposée, parfois, on va proposer quand même de maintenir ce lien-là et d'offrir par la suite une médiation parce qu'une fois qu'une mesure disciplinaire a été donnée, par exemple, la plainte était fondée, était présente, est déposée, la personne est suspendue une semaine, après, nos deux employés doivent quand même retravailler ensemble, donc de pouvoir permettre d'avoir ce moment-là où on reprend la situation, on peut faire une médiation, puis on peut évoluer dans la relation. Au niveau des communications, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de le publiciser? Naturellement, c'était assez nouveau. Donc, on a créé une page intranet. J'ai fait différentes présentations aux syndicats. Donc, les syndicats sont devenus un grand référent. Présentation au cadre, au directeur, au comité de régie, naturellement. Mais ce qui est le plus efficace, ça a été vraiment la participation active au moyen des communications internes. Donc, moi, je puisse être présente et écrire un petit article dans l'info coronavirus sur le mieux-être, de pouvoir mettre des choses en place. À chaque fois qu'on le fait, je vois, moi, le nombre de signalements qui augmente parce que les gens, ils m'ont vu. Si je leur demande où est-ce que tu en as entendu parler, ah, ben, je t'ai vu faire un petit vidéo sur le stress, puis là, tu disais que ça, c'était possible, donc on pouvait le faire. Et les présentations aussi à plusieurs équipes, donc je me présente dans différentes équipes. Quand je me fais dire, ah, tu sais, dans telle équipe, je sais qu'il y a beaucoup de conflits, donc je vais me présenter dans différentes réunions d'équipe pour expliquer un peu le mandat. Donc, c'est ce que moi, je considère être le plus payant comme moyen de communication dans mon quotidien. Quel facteur influent je vois quand on a... quand je reçois des signalements. Donc, c'est sûr que des fois, les gens, c'est plus le droit de gérance. T'sais, les gens, ils viennent nous parler du fait qu'ils ne sont pas bien avec leur gestionnaire, qu'ils considèrent que leur gestionnaire fait du harcèlement parce qu'il est toujours en train de reprendre leur travail, de leur demander de le faire autrement. Mais ça fait partie de l'explication après ça, de travailler avec eux, mais ça existe comme droit, hein, c'est correct que les gestionnaires le fassent. Il faut qu'ils le fassent de la bonne façon, par exemple. Donc, comment on fait pour être capable de nommer si nous, on n'est pas confortable avec la façon que le gestionnaire le fait, comment on pourrait lui nommer qu'on aimerait ça, que ce soit fait autrement. Comment le droit de gérance peut être là. Le sentiment d'iniquité est quand même assez présent. L'iniquité entre collègues, beaucoup. Le conflit interpersonnel sont très, très présents. Donc, on sent qu'on a vraiment deux personnalités qui ont des valeurs complètement différentes ou qui sont de nature différente. Donc, ils ont vraiment des personnalités qui peuvent être opposées. Toutes les natures d'incivilité, je vous apprends rien, ils font partie des conflits. De l'anxiété, j'en vois pas tant, mais il y en a quand même à plusieurs moments. Des manques de communication, donc qui influencent. Le climat de travail, donc à l'occasion, on est dans des dynamiques où tout le climat de travail est influencé et la surcharge qui peut être présente également. La résolution des signalements, donc comment on arrive à
les faire, qu'est-ce qu'on propose en fait ensuite. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une bonne portion qui est de l'information, où on va simplement donner de l'information aux gens. Donc, par exemple, par rapport au droit de gestion, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, comment on peut le mettre en place, donner de l'information aussi, qu'est-ce qui est du harcèlement au niveau de la loi. On a des critères de loi qui sont analysés lorsqu'on fait un dépôt d'une plainte. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est du harcèlement plus au sens de la loi, puis qu'est-ce qui tombe plus dans de l'incivilité. Donc, de vraiment informer les personnes sur ce qu'il y en est là au niveau de l'incivilité et tout ça. Il y a la grande majorité qui est de l'accompagnement individuel. Donc, de vraiment soutenir la personne. Ça, c'est ce que les gens me demandent le plus, de les soutenir à adresser eux-mêmes la situation dont ils viennent me parler. Donc, de me dire, je ne sais pas comment lui parler, je veux l'essayer, mais je ne sais pas comment faire. J'aurais pas les bons mots, j'ai peur d'être trop en colère. Comment je fais pour me préparer pour le faire? Donc, on peut faire des jeux de rôle, on peut faire plein de choses pour vraiment accompagner la personne à arriver à adresser elle-même ces situations. C'est sûr que moi, c'est ce que je privilégie parce que les gens, après ça, sont plus autonomes dans leur relation. Donc, ils peuvent répéter ces apprentissages-là qui ont été faits avec d'autres personnes. On fait des interventions de groupe à l'occasion. Donc, il y a des moments où on voit que le climat de travail, par exemple, va être plus grand. Donc, on va vraiment plus aller proposer une médiation plus large, une intervention de groupe en équipe où on va pouvoir faire certaines choses. Des références externes aussi. Donc, à l'occasion, les gens viennent pour un signalement, mais quand on en discute, quand on donne de l'information, on se rend compte que c'est plus une souffrance, en fait, qui fait en sorte que la personne le vit comme étant du harcèlement parce que le vase est plein, hein, puis on n'est pas capable de prendre la moindre critique ou tout ça, donc de référer vers les bons événements, les bons organismes. Dans les références externes aussi, il y a de l'accompagnement vers les services de police quand on est dans des signalements là, qui sont finalement de nature criminelle. Donc, on peut porter plainte à l'interne, mais on peut aussi accompagner là, nos employés vers les services policiers. La médiation. Le taux, là, quand j'ai fait le graphique, le taux est plus petit. Je vous dirais qu'il a augmenté dernièrement. Je suis contente parce que c'est aussi un processus qui est intéressant. Donc, de la demande d'avoir que je sois présente pour accompagner le moment où les choses vont être adressées. Donc, de vraiment le travailler en médiation entre les deux personnes concernées. Donc, on travaille beaucoup. La majorité des gens ont envie que le gestionnaire soit au fait qu'ils vont aller vers une médiation. Ils pourraient le faire de façon confidentielle, mais souvent, c'est au fait du gestionnaire qui est d'accord et qui accepte là, de pouvoir créer ce moment-là pour vraiment qu'il y ait un avancement dans la relation. Et l'accompagnement de gestion, donc il y a aussi beaucoup de moments où ça va être de soutenir le gestionnaire. Des fois, les signalements viennent des gestionnaires aussi, mais des fois, c'est aussi des signalements qui sont envers les gestionnaires, donc d'accompagner le gestionnaire dans sa relation avec cet employé-là, comment il pourrait essayer de l'améliorer puis d'y porter bénéfique. Ou des fois, c'est des gestionnaires qui, à titre de témoins, voient des enjeux, donc les accompagner sur eux, comment ils pourraient essayer de médier ou d'améliorer la situation dans leur équipe. Et on a un faible pourcentage de plaintes, donc on a quand même beaucoup des signalements qui sont résolus autrement que par des plaintes officielles qui sont déposées par la suite. On a donc une grande réduction des plaintes. On est content. En moyenne, on avait autour de entre 39 et 55 plaintes par année dans les 5-6 dernières années à Sainte-Justine. En janvier 2019, donc sur le rapport 2018-2019 que vous voyez ici, on a eu la moitié de l'année, dans le fond, avec le bureau. C'était la mise en place du bureau de qualité de vie au travail. Donc, on a eu quelques signalements qu'on a réussi à avoir une diminution des plaintes. Et l'année dernière, là, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu vraiment une grande diminution des plaintes et une grande augmentation du nombre de signalements. Notre nombre de signalements est beaucoup plus élevé. En fait, le nombre total est même beaucoup plus élevé que ce qu'on avait autrefois de plaintes pures, ce qui est bénéfique pour nous parce qu'on se dit que les gens travaillent avant d'arriver au moment. Fait que c'est pas juste de remplacer la plainte, mais c'est vraiment de travailler en amont de la plainte pour que dans le travail relationnel, on soit vraiment capable d'aider les gens là, avant d'arriver au stade de « c'est pas je voulais porter plainte, finalement je fais un signalement », c'est vraiment « j'aurais jamais porté plainte, mais je veux adresser cette situation-là conflictuelle pour pas me ramasser dans 2 ans à porter plainte ».
Donc, on est content parce que c'était un des objectifs là, initial de le faire. Aussi, quand on a une plainte qui est déposée, on a un plus haut taux de recevabilité. Donc, vous voyez là en bleu, c'est ce qu'auparavant on avait autour de 65 là, des plaintes qui étaient jugées recevables. On a, depuis janvier 2019, augmenté à autour de 82 de plaintes qui sont recevables. Donc, on a augmenté notre quantité de plaintes qui sont recevables et on a augmenté de beaucoup nos plaintes qui étaient fondées, en fait. Donc, auparavant, on avait très, très peu de nos plaintes qui étaient déposées, qui étaient jugées fondées, et on a réussi à l'augmenter beaucoup. Puis en fait, c'est ce qu'on souhaite en objectif, c'est pas tant de diminuer le nombre de plaintes parce que si les plaintes sont adéquates, il faut qu'elles soient posées, il faut qu'il y ait des gestes qui soient faits. Mais en fait, c'est vraiment qu'on arrive à déposer les plaintes qui sont recevables et fondées. Les vraies situations d'harcèlement, on veut qu'elles soient déposées en plainte, qu'elles soient traitées en enquête, mais toutes les autres plaintes autour, avec tout le dommage que ça fait au niveau relationnel, c'est sûr qu'on aime mieux avoir des solutions alternatives à la plainte qui est autour. Donc voilà, on est content parce que c'est l'objectif, en fait, au final, d'avoir plus un plus grand pourcentage de nos plaintes qui sont celles qui sont fondées et recevables. Un impact aussi qu'on voyait précédemment par rapport aux plaintes recevables, c'est que quand une plainte est jugée non recevable, les employés dénonçaient souvent un sentiment de non-légitimité. Donc, c'est comme si on ne reconnaissait pas les émotions qui étaient vécues parce que le malaise était réel, mais on n'était pas dans le registre du harcèlement, ce qu'avec le processus de signalement, on ne met pas en lumière. Donc, on n'a pas besoin. Le sentiment, il est vécu, puis il était reconnu, mais c'est juste que parce qu'il y avait des pots de plainte et une lettre de non-recevabilité, ça créait beaucoup ce sentiment-là. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on cherche à diminuer. Donc, voilà pour le volet signalement. On va passer au volet prévention, voir qu'est-ce qu'on a été capable de mettre en place là, pour essayer de prévenir, parce que c'est beau d'essayer d'agir quand on est dans des enjeux là, de crise ou de conflit en milieu de travail, mais qu'est-ce qu'on peut faire avant tout ça dans un optique. Donc, la première chose, en fait, c'est d'essayer de favoriser l'émergence d'un milieu sain et bienveillant. Donc, on a mis on a essayé de faire différents outils en fonction de ça. C'est sûr que j'ai une analyse des besoins, des pistes de solutions en tout temps. Donc, les gens, quand ils ont des idées, ils peuvent me les transmettre. On a une capacité limitée encore en étant toute seule après 2 ans, mais l'idée, c'est de garder ces besoins-là en tête, de continuer l'analyse, puis quand un besoin revient plus souvent, d'essayer de voir comment on pourrait y répondre d'une façon plus préventive pour que on soit capable là, de l'aider. C'est d'offrir aussi du soutien aux gestionnaires, donc qu'ils puissent eux-mêmes être de plus en plus outillés pour être capables de mettre ça en place. On a créé beaucoup de formations. Dans les formations, entre autres, là, on a créé des conférences midi sur comment on travaille avec les familles difficiles, quand la relation avec la famille est plus difficile. Donc, de créer des formations pour les intervenants, d'autres pour les gestionnaires. Donc, on est en train d'en finaliser une vraiment avec le Bureau des affaires juridiques pour les gestionnaires sur comment on est capable d'encadrer ces relations-là quand on est vraiment rendu au-delà d'outiller notre équipe. Qu'est-ce qu'on a de disponible comme outil? On a une formation favorisant un milieu sain et bienveillant, donc à l'interne, où on adresse la politique sur la prévention de la promotion de la bienveillance et la prévention de la violence et du harcèlement. Donc, on adresse ça, mais aussi où on outille. Celle pour les gestionnaires est plus au niveau un peu plus légal, formel, mais aussi avec les employés, on en a une où on peut leur parler de comment on adresse une situation avec un collègue, on peut se pratiquer, comprendre nos schèmes relationnels qui font en sorte que des fois on adresse et des fois on n'adresse pas. Donc, de vraiment outiller les gens davantage. On a créé une formation sur l'intelligence émotionnelle.
Il y a différents ateliers aussi avec des sujets variés, donc selon ce que les gestionnaires vont nous demander. Donc, on a créé un petit atelier diversité, préjugés sur le racisme, la prévention du suicide, la gestion de soi, comment donner du feedback sur la civilité. Donc, on sert de différents outils pour essayer d'outiller davantage nos équipes. Le partage d'outils transposables aussi. Donc, il y avait parfois, par manque de temps, beaucoup d'outils avaient été créés à différents lieux, mais ils n'étaient pas nécessairement rassemblés. Donc, on essaie de travailler ça. On essaie aussi, des fois, c'est un besoin individuel, donc on essaie de mettre en place, donc d'accompagner selon les besoins, donc, mais de créer certains sondages, par exemple, en climat de travail. Dans les formations qu'on donne, d'essayer d'avoir des outils auxquels les gens peuvent se référer par la suite. Des ateliers aussi d'engagement qu'on a créés avec différentes équipes. Donc, on peut transposer d'un secteur à l'autre qui peuvent s'adapter en fonction des besoins de chacun, mais au moins de partir de quelque chose. Pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a mis en place aussi au niveau prévention? On a fait une formation de prévention de la détresse psychologique lors d'un déploiement, en fait, pour nos employés. Donc, tous nos employés qui ont été déployés lors de la première vague en CHSLD ont été formés à ce niveau-là. C'est une formation qui se voulait rapide, donc un atelier de 20-25 minutes, mais vraiment pour essayer de s'outiller avant de partir, pour être davantage prêt. On a créé aussi des groupes de soutien, un peu dans l'idée du Battle Buddy. Donc, le Battle Buddy, il l'utilise beaucoup à l'armée américaine, puis je trouvais ça intéressant. J'avais vu des articles à ce niveau-là où il avait réussi à diminuer le taux de suicide et de détresse psychologique chez plusieurs en créant une association avec quelqu'un. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui tu vas être ami à l'extérieur, mais c'est vraiment quelqu'un qui va aller avec toi sur le champ de bataille et vous allez vous surveiller, s'assurer, est-ce que je vois que l'autre, il va pas bien, il dépérit, comment je suis capable de l'aider puis qu'il se sente moins seul à travers ça. Donc, on a un peu avec cette idée-là qu'on a quand même présentée à nos employés. On a eu l'idée de créer des groupes de soutien. Donc, on a utilisé Facebook à l'époque parce qu'on n'avait pas Teams, puis tout le monde avait Facebook. Donc, on a créé vraiment des groupes sur Facebook pour que les gens puissent se soutenir entre eux. Ils peuvent échanger, puis vraiment à développer ce sentiment de sécurité-là entre eux. La mise en place d'un plan global aussi de mieux-être. Donc, là, je ne suis clairement pas seule là-dedans. Dans tout ce que je vous ai exposé, il y a beaucoup de gens qui y ont travaillé aussi. Mais donc, de participer, dans le fond, au plan global du CHU Sainte-Justine. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place au niveau de la reconnaissance, au niveau des petits plaisirs, donc de créer par différentes choses, des menus spéciaux, des tournées de bonbons à l'Halloween, des moments agréables, vraiment d'essayer de créer des moments de plaisir à travers tout ça. On a fait aussi l'acquisition de l'application Synervie, qui était avec notre programme d'aide aux employés, là, qui, eux, ont conçu, donc qui est une application là, de mieux-être que tout le monde pouvait télécharger sur son cellulaire. On a aussi plusieurs formations mieux-être qui sont offertes. Là, on est en train de s'assurer. On a beaucoup fait affaire aussi avec les formations du programme d'aide aux employés à ce niveau-là parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps, la capacité, puis il était déjà monté et validé. Donc, c'est super. Et d'assurer la disponibilité, naturellement, des ressources spécialisées. Donc, quand les gens ont besoin de s'assurer aussi dans le day-to-day qu'on n'aura pas d'employés. Moi, ce que je trouve désastreux, c'est quand nos employés ils disent « Ah oui, j'ai déjà consulté le PAE, mais j'avais déjà utilisé toutes mes séances, donc j'ai plus rien depuis ce temps-là, puis je suis dans la souffrance. » Donc, de s'assurer, est-ce que les ressources spécialisées là, sont autour, sont assurées? Est-ce qu'il y a besoin de prolonger ou pas? Et comment on fait? Et on a aussi utilisé des canaux de communication pour parler des enjeux reliés à la santé mentale. Donc, par soit le petit journal de l'info-coronavirus qui a été mis en place, donc d'essayer d'avoir des petits articles sur la santé mentale, de faire des capsules vidéo qui étaient mises par Sainte-Justine là, sur différents enjeux, donc santé physique et santé mentale pendant la pandémie. Donc, il y a vraiment eu différents aspects, mais s'assurer que ce soit un sujet là, qui soit discuté avec les employés. Donc, voilà.
Je vous ai déboulé ça. C'est maintenant le temps des questions. Donc, vous avez mes coordonnées pour me rejoindre si vous avez des questions autres par la suite qui vous pop ou envie de partager certaines choses. Merci beaucoup, Maude. Ben, clairement, c'est intéressant ce que tu nous présentes parce que le chat est enflammé. Déjà Bon. beaucoup de questions et je me lance pour ne pas perdre trop de temps. Première question de Linda Lessard. Avec le mouvement Black Lives Matter, avez-vous intégré les requêtes liées au profilage racial? J'aurais peut-être besoin, je ne sais pas si elle est disponible pour poser sa question. J'ai de la misère à la cerner. Madame Lessard, si vous êtes là, manifestez-vous. Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, Oui. moi, je suis à Ottawa. On a une approche très similaire à la vôtre. Je trouve ça très intéressant, puis je vais partager avec mon équipe. C'est juste que récemment, on nous a demandé justement d'inclure ou de profiter du momentum qu'il y avait autour du mouvement sur le profilage racial à l'égard des personnes noires, très spécifiquement, pour voir comment on pouvait l'adresser dans un contexte de diversité, inclusion, donc que ce soit à travers des mécanismes formels, informels, donc de reconnaître. Nous, on emploie plusieurs professionnels de la santé francophones qui viennent de plusieurs pays, Haïti, Congo, donc on a une représentation très diversifiée. Donc, comment on peut arrimer ça avec ce qui existe déjà? C'est un petit peu ça ma question. On n'a pas fait beaucoup de choses, en fait, de spécifiques à ce niveau-là. C'est aussi un souci que j'ai, malheureusement, le temps manqué. On a quand même quelques formations en diversité, dont une là, toute fraîche, là, en fait, plus sous forme d'atelier, qui parle de diversité, préjugés, racisme, donc de vraiment essayer de le mettre en place, où on s'adresse aux employés entre eux et avec la clientèle. Avec la clientèle, on le voit pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de plaintes à cet égard-là, là, comme quoi ce serait un enjeu, mais il y a quand même plusieurs employés qui nous ont rapporté qu'ils pouvaient avoir des notions de racisme là, entre eux et de préjugés aussi, donc de vraiment partir avec un préjugé défavorable ou favorable en fonction de qui était le nouveau collègue ou le collègue avec qui il allait aller, mais vraiment en fonction de l'origine ethnique de la personne. Donc, c'est ça. Donc, on a un premier petit atelier. On voulait regarder aussi avec le programme d'aide aux employés, là, qui en a un qui semble très intéressant, là, qui ont remis à jour. Donc, voilà. C'est ça pour le moment. Oui, c'est ça, un peu dans le même élément que nous à ce moment-là. J'apprécie les explications. J'avais une autre question, puis je vais peut-être profiter, Raphaël, de l'opportunité que j'ai. Juste pour clarifier, vous êtes seul dans ce bureau-là et non pas une équipe? Oui, pour le moment, je suis toute seule. Depuis 2 ans, j'ai une stagiaire qui est cette année, donc qui est soutenante. Mais c'est sûr que dans ce que je vous ai présenté, il y a beaucoup de choses qui sont faites en collaboration. C'est pour ça que je disais qu'au début, il y a une direction d'appartenance vraiment avec la DRH parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en collaboration avec des collègues de l'équipe de développement organisationnel. Donc, tout ce qui est matière à prévention, j'ai vraiment travaillé beaucoup avec les gens de développement organisationnel. Quand on parle en matière de signalement, là, c'est sûr que quand on va vers la plainte ou quand il y a des enjeux, je vais travailler avec les équipes au niveau des relations de travail. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de liens et beaucoup de support à ce niveau-là. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont été co-travaillées avec d'autres gens. Mais oui, au bureau de qualité de vie au travail, je suis toute seule. Mais vous n'appartenez pas à la direction ressources humaines spécifiquement. Donc, c'est une collaboration. Oui. Parfait. Merci. De rien. Merci, Mme Lessard. Prochaine question d'Andréane Poirier. Ces données ont-elles été recueillies et dans quelle... Non, pardon, je recommence. Ces données ont été recueillies dans quelle période et combien de personnes ont fait des signalements? Oh, là, j'ai pas mes chiffres exacts avec moi. C'est sûr qu'on fait, on a un tableau, en fait, là, de données. Donc, j'ai sorti ces données pour le bilan annuel, donc jusqu'au 31 mars 2020. Oui, 31 mars 2020. Donc, ça, c'est les données là, les plus récentes. Là, c'est la plus récente réduction de compte. Combien de personnes ont fait de signalement au total? Je ne l'ai pas là, plus d'une centaine, là, mais entre 100 et 200. Merci. Madame Bisaillon, je pose une question sur la chat et je m'en viens à vous par la suite. De Mihaila Popovici. Des signalements se font aussi auprès des syndicats. Alors, quelle est votre position, attitude envers les syndicats? Vous partagez les signalements, les dossiers?
comment vous travaillez ensemble? Vous les informez systématiquement? Y a-t-il des sujets de plainte où les syndicats n'interviennent pas et votre intervention sera requise? Merci. Oui, en fait, merci pour la question. J'en ai pas parlé beaucoup. En fait, j'ai un bon lien de ma part, puis je pense que c'est partagé. On a un bon lien avec les syndicats. C'est un de mes grands référents, en fait. À peu près 30 là, des références que j'ai viennent des syndicats. Donc, c'est sûr que quand eux, ils reçoivent des signalements, ils peuvent m'interpeller. Donc, soit par signalement, soit ils m'envoient l'employé, soit on rencontre l'employé ensemble. Tout est possible, donc selon la volonté de l'employé et l'implication syndicale aussi à ce moment-là. Des fois, ils ne sont pas très impliqués, il n'y a pas beaucoup d'autres dossiers avec l'employé, puis ils me le réfèrent pour que moi je le travaille. D'autres fois, on le travaille ensemble parce qu'effectivement, là, eux vont, avec des griefs, aller chercher d'autres choses. Moi, je vais travailler sur une autre partie. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration là, qui se fait avec eux. Naturellement, j'aimerais qu'ils soient là davantage. C'est un peu un enjeu en ce moment aussi avec... on est habitué à avoir beaucoup de rencontres en personne. Je trouve que c'est vraiment un défi en ce moment, le travail de collaboration avec les syndicats, mais avec un peu tout le monde. Donc, de faire des rencontres à 3, des fois, on y pense moins de les mettre en place. Mais c'est vraiment des partenaires précieux. Merci. Madame Bisaillon, c'est à votre tour. Merci, Raphaël. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. C'est tellement pertinent comme sujet. Puis, je trouve ça aussi vraiment intéressant que vous êtes la seule employée du bureau. Puis, je veux dire, Sainte-Justine, c'est quand même beaucoup d'employés, mais que malgré tout, ça a été mis de l'avant. Super inspirant. J'ai manqué la fin de votre présentation, donc peut-être que vous en avez parlé, mais j'aimerais savoir si vous avez déjà recueilli du feedback sans que ce soit nécessairement. Mes questionnements sont plutôt au niveau de par rapport aux attentes des gens qui viennent vous voir. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la mise en bureau, des suivis? Puis est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un bon lien de confiance qui s'est créé là, par rapport au signalement? Oui. Oui, j'ai pas recueilli formellement encore. C'est dans les intentions là, d'avoir éventuellement, surtout que là, on est beaucoup plus autrefois, j'avais beaucoup plus de gens qui se présentaient dans mon bureau. Là. Il y a beaucoup plus d'entrées par courriel, par téléphone et les gens, il y a plus d'échanges. Donc, il y aurait la volonté là, de mettre en place éventuellement un formulaire d'appréciation peut-être par la suite pour pouvoir le faire. J'étais un peu réticente à le faire dès le début parce que je voulais m'assurer que la confidentialité soit connue et que, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important puis sur lequel j'insiste beaucoup de garder cette confidentialité-là parce que les gens sont craintifs souvent de venir me voir puis de m'en parler. Ils veulent savoir est-ce que tu en parles à quelqu'un d'autre, puis ça, c'est vraiment un travail que j'ai établi dès le début. Fait que je pense que j'ai vraiment réussi à avoir cette confiance-là. Moi, ce qui est mon meilleur baromètre en ce moment, c'est les références bouche à oreille qui augmentent vraiment rapidement. Donc, je me dis que c'est quand même un bon baromètre de dire quand on a des références de bouche à oreille, c'est que l'autre collègue qui a utilisé le service a été satisfait. Donc, c'est vraiment cette augmentation-là. Puis, par les syndicats aussi, j'ai quand même un feedback qu'il y a majoritairement des gens satisfaits. C'est sûr que je vois aussi un enjeu, par exemple, au niveau de moi, actuellement, au niveau de ma capacité de retour d'appel, ma capacité à renvoyer, à retourner puis à rendre dans le temps que j'aimerais rendre. Donc, ça, c'est plus là que je vois les irritants de la part des gens, de ma part. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Prochaine question de Sophie Saint-Cyr. Est-ce que les médecins font appel à vos services? Avez-vous un processus, des façons de faire différentes lorsque des médecins sont impliqués? Offrez-vous du soutien aux chefs des départements? Oui, j'ai du soutien au chef de département. Je suis impliquée auprès des médecins aussi. C'est sûr que c'est pas une clientèle qui est facile nécessairement à aller chercher. Nos médecins ont beaucoup une culture. Parfois, ils l'organisent entre eux.
Mais parfois aussi, la culture fait en sorte qu'ils sont moins portés à venir chercher du soutien à ce niveau-là. Mais on en a de plus en plus, donc je suis contente. Là, j'en ai eu plusieurs quand même. J'ai eu plus souvent des employés qui sont venus me voir concernant un médecin, mais j'ai aussi eu des médecins qui sont venus me rencontrer, soit entre eux, soit avec des employés, avec des gestionnaires. Donc, le processus n'est pas différent, c'est le même processus. Donc, on passe par les mêmes étapes, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent en faire, est-ce qu'ils ont plus envie d'être coachés, est-ce qu'ils ont envie qu'on l'adresse ensemble, donc qu'on aille en médiation, est-ce qu'ils ont envie qu'on implique le chef de département. Des fois, des gens ils veulent rester anonymes aussi, donc ils veulent que moi, j'informe le chef de département qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une situation qui était difficile, puis peut-être qu'il pourrait être plus alerte ou qu'il peut plus parler de civilité ou à ce moment-là, oui, ça va être d'impliquer le chef de département pour que peut-être qu'il amène dans certaines rencontres d'équipe des éléments au niveau de la civilité, du savoir-être et de l'importance que ça peut avoir dans un milieu de travail, par exemple. Merci, Maude. Je vois que Mme Joanne Simard, vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous aviez une question? Oui, j'avais une question. J'entendais dès le début que vous aviez une formation de travailleur social. Je me posais la question à savoir, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir cette formation pour occuper le poste avec le modèle actuel que vous avez à Maisonneuve? C'est pas à Maisonneuve, ça. Ah. C'est correct. Mais non, c'est bien correct. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Est-ce que ça me sert d'être travailleur social dans mon quotidien? Vraiment. Vraiment beaucoup. C'est sûr que pour ce qui est tout des signalements, je pense que non. Je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui a du moins des compétences relationnelles fortes, qui a aussi probablement une formation en médiation, là, donc d'être capable d'aller chercher ces aspects-là. Mais je pense que pour le volet signalement, pas nécessairement. Pour le volet intervention de crise, beaucoup plus, en fait, je vous dirais, parce que c'est sûr qu'on est amené, il faut pouvoir être capable de faire une évaluation du risque de passage à l'acte suicidaire. Il faut être capable de... il faut avoir, il y a différentes professions là, qui peuvent le faire, mais c'est sûr que je pense qu'une relation, quelqu'un avec une formation en relation d'aide est très, très pertinent. Là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Prochaine question de Nathalie Farley. Déjà que vous en aviez parlé déjà un peu, Maude, mais je pense qu'elle voulait des précisions concernant est-ce que les formations sont créées de façon paritaire? Paritaire avec les syndicats? Peut-être que Nathalie peut préciser si elle est toujours là. Oui, je suis là. Pas juste avec les syndicats, avec les différentes... en fait, avec la DRH, avec d'autres équipes qui pourraient être impliquées dans le sujet que vous voulez aborder, en fait. Oui, merci de la précision. Oui, en fait, les formations ont été créées avec j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de gens. Donc, Milieu sain, on l'a travaillé avec l'équipe des relations de travail parce que, pas nécessairement des relations de travail, mais aussi de développement, mais de tout le monde, plusieurs personnes en DRH parce qu'il y avait les éléments plus au niveau de la politique, d'harcèlement et de violence. Différentes formations, là, le retour sur le choc post-traumatique, c'est une conseillère en soins infirmiers qui relevait de la DSI parce qu'elle avait cette expertise-là aussi. La prévention du suicide, je l'ai montée avec la chef des psychologues. Donc, oui, c'est sûr que un des enjeux, il y a cette volonté-là avec les syndicats, j'en ai malheureusement pas encore monté, mais ce serait vraiment, vraiment intéressant de le faire. Il y a cette volonté-là, mais parfois, le manque de temps fait en sorte qu'on veut que ça sorte un peu plus vite. Fait que des fois, j'utilise plus l'idée de on va la monter puis on va l'envoyer aux gens qui seraient des bons collaborateurs et eux vont la commenter. Fait qu'on va comme essayer de faire une petite version vidéo temporaire. Ils vont la commenter puis après ça, il va y avoir des ajustements avec eux. Mais idéalement, ce serait vraiment de pouvoir les co-construire plus souvent. Avec le Bureau des affaires juridiques aussi, là, j'ai co-construit celle sur favoriser... en fait, sur les relations difficiles avec les familles. Donc, oui, il y en a quand même plusieurs qui sont co-construits avec différents départements. Merci beaucoup. Merci, Nathalie, pour la précision. Prochaine question de Mme Popovici. Je crois qu'il y a déjà des normes ou une norme concernant la santé psychologique utilisée en santé au travail, dans les milieux de travail. Les connaissez-vous? Excuse-moi, j'ai pas. Ben non, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a déjà des normes ou une norme concernant la santé psychologique utilisée en santé au travail, dans les milieux de travail. Les connaissez-vous?
Est-ce que la personne veut comme, plus m'expliquer sa question? Elle est invitée avec plaisir. Est-ce que Miaela, elle est là? Oui, oui, merci. Bonjour. Bonjour. En fait, ça fait quelques années que j'étais dans le domaine de la santé au travail et il y avait le processus de consultation concernant la norme ou les normes de santé psychologique dans les milieux de travail. Et depuis, je pense que ça aboutit avec des normes. Je crois qu'au niveau du bureau de santé au travail, des RH sont déjà connus. Moi, je n'ai pas de connaissances. Je voulais juste savoir si vous vous référez à des normes ou plutôt à des politiques internes et procédures concernant le harcèlement ou d'autres aspects psychologiques. C'est tout. Merci de la précision. En fait, c'est sûr que j'ai regardé là, tout ce qui était au niveau, on a les normes, on a les parts aussi là, qui sont là, qui incluent là, certaines choses. Il y a les normes mieux-être, il y a les formations de la CNSST, il y a beaucoup de choses en place qui sont là. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie de me garder le plus à jour et le plus au fait là, par rapport à ça. Mais je ne serais vraiment pas une spécialiste aujourd'hui ou je ne serais pas équipée en ce moment là, pour vous nommer quelles sont les normes légales qui sont en place là, à ce niveau-là. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir si vous vous référez à des normes ou oui, plutôt à des politiques ou procédures internes. On a les deux. On a les deux. Les politiques et les procédures internes sont construites sur les normes régionales et provinciales. Donc, c'est sûr qu'ils sont beaucoup interreliés. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Lorrain, je vois que vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous aimeriez poser votre question directement? Oui, je veux bien. Alors, moi, j'avais déjà vu qu'on utilisait une approche de multiplicateur de formation pour résoudre les conflits. Dans les écoles, on formait des écoliers à disons, intervenir dans des situations de conflit. Est-ce que vous avez déjà eu vent de ça ou utilisé une approche comme ça, de former des médiateurs, des médiatrices, des conciliateurs, des conciliatrices, mais au sein des employés dans les différents services? Ce serait vraiment intéressant. Non, j'y ai jamais pensé. Effectivement, je suis au fait, l'Institut Pacifique le travaille beaucoup au sein des écoles. Sainte-Justine a travaillé aussi avec l'Institut Pacifique là, pour le développement de plusieurs organisations. On a déjà eu des ambassadeurs, en fait, d'un milieu sain. Donc, on a eu cette idée-là, cette approche-là. Il y a eu une ou deux cohortes là, qui ont été formées. Mais c'est sûr que ces gens-là n'étaient pas dans une approche de médiation nécessairement. C'était vraiment plus d'être de tempérer dans une équipe quand quelqu'un fait quelque chose, de se sentir à l'aise de faire une petite intervention ou après ça, d'aller voir la personne qui avait vécu. Je trouve ça très intéressant. C'est sûr que c'est de voir aussi quelle légitimité les gens se donnent et quelle légitimité on leur donne dans un milieu de travail. Je pense qu'à Sainte-Justine, culturellement, c'est un milieu beaucoup d'expertise où on reconnaît les gens qui sont très, très connus, qui ont le diplôme qui va avec. Donc, ce serait vraiment, mais c'est intéressant à réfléchir. Puis je vais continuer d'y réfléchir. Je trouve que c'est une approche intéressante. Merci pour l'idée. Je vous remercie pour la conférence. Merci. Merci pour l'intervention, M. Lorrain. Prochaine question sur le chat, et je vous invite, il reste encore quelques minutes, donc manifestez-vous si vous avez des questionnements, on a encore du temps pour adresser vos questions. Avez-vous des contraintes quelconques, par exemple un nombre limité d'interventions auprès des mêmes personnes? Comment assurez-vous le suivi de vos recommandations? Non, je n'ai pas de contrainte au niveau du nombre d'interventions. La contrainte qu'on s'est donnée, en fait, c'est de ne pas se placer en remplacement des ressources existantes. Donc, c'est sûr qu'on a un programme d'aide aux employés. Je vais beaucoup l'utiliser, créer des liens, m'assurer que ce soit utilisé. Mais si la personne refuse d'y avoir accès ou est en attente pendant un certain temps parce qu'ils cherchent quelqu'un dans leur région des fois, on peut avoir des employés là, que ça va prendre plusieurs semaines avant de se rendre. Donc, je n'ai pas de limite du tout, mais c'est vraiment mon souci, c'est de ne pas m'en mettre
beaucoup, alors que ça pourrait être répondu par d'autres services, mais c'est de s'assurer d'assurer cette transition-là là, quand il y a besoin d'une transition. Mais c'est sûr que des fois, si un employé dit « j'ai juste besoin de parler avec quelqu'un pendant 2-3 fois, puis de faire des petits check-ups pendant quelques semaines pour être sûr que je sois correct, puis j'ai pas envie d'aller ailleurs, mais je vais l'assurer à ce moment-là. » La deuxième question, il y avait comme 2 questions dans ta question, Raphaël. Oui. Ah, tu veux que je redise la dernière? Oui, s'il te plaît, j'ai oublié. Comment vous assurez le suivi de vos recommandations? Est-ce que le suivi de mes recommandations, ça dépend? Madame Popovici? Oui, c'est toujours moi. Oui, Écoutez, oui, j'ai vu. C'est toujours moi, je ne veux pas. Bon, c'était juste, je me questionnais à savoir si vous avez des. J'en ai entendu que vous avez des retombées de la part des ressources humaines, mais est-ce que sur le terrain, quand c'est possible, aller au sein de Sainte-Justine, auprès des employés, est-ce que vous, je ne sais pas, vous débarquez sur le terrain et vous faites des suivis ou c'est juste par la bande ou par l'entremise d'autres partenaires comme les RH? C'est tout. OK, bien merci. Non, je pense que j'essaie vraiment d'être le plus proche possible des gens avec qui je travaille. Donc, c'est sûr que je travaille beaucoup avec les gestionnaires, je travaille beaucoup avec les employés. Donc, oui, je comprends rien, là, naturellement, la COVID nous demande, je peux pas me mettre un masque puis juste aller me promener sur les unités pour voir les gens par plaisir, ce que j'aime quand même faire dans la vie, mais là, c'est pas possible. Mais quand même, j'essaie de le faire. J'essaie de me proposer aussi à chaque fois qu'il y a des activités de reconnaissance pour aussi pouvoir être là à distribuer des bonbons, mais d'avoir un contact autre aussi là, qui n'est pas seulement dans la gestion de crise à ce niveau-là, puis de croiser. On se croise beaucoup. Ça reste un petit milieu, hein, c'est gros Sainte-Justine, mais ça reste que c'est une seule. On a 2 bâtisses, on a plusieurs. On a des écoles, on a un centre de réadaptation où c'est sûr que ce contact-là privilégié du day-to-day est beaucoup moins présent, malheureusement, mais dans la grosse bâtisse, on a quand même plusieurs personnes que vous avez croisées en se rendant à la cafétéria. Là. OK. Ou sont les personnes impliquées qui s'adressent à vous par la suite, vous donner, faire le point, s'ils se sentent bien ou non. C'est comme ça que ça se passe, j'imagine, la plupart Oui, du tout à temps. fait. Voilà, merci. En individuel, quand il y a une intervention, il y a un retour là, pour s'assurer. Un retour toujours. Parfait, merci. 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 Et je rassure tout le monde parce que je vois beaucoup de questions dans le chat. La présentation va être disponible demain en ligne, déjà avec la présentation, l'enregistrement original, mais également la présentation, le support visuel. Donc, si vous le demandez, ça va être disponible dès demain sur notre plateforme. Nous avions une question de Joanne Simard. Est-ce que les outils mis en place dans le contexte de pandémie connaissent beaucoup de succès? Il y en a, ça dépend lesquels. La ligne téléphonique a été pas beaucoup utilisée. Les Zooms, en fait, les vidéos de post-trauma, de prévention du stress post-traumatique en retour de CHSLD ont été très utiles. Il nous a été demandé par beaucoup d'établissements aussi à l'extérieur. Donc, on a décidé de le créer. Là. Il y a une plateforme sur l'ENA qui est une plateforme là, qui peut être utile à tout le monde dans le réseau de la santé. Donc, on en a fait une version où on a un peu dépersonnalisé de Sainte-Justine et on a essayé d'en faire une version un peu plus accessible à tous parce que celle-là nous avait été beaucoup demandée. On avait fait une version aussi pour les gestionnaires, donc qui a été aussi fortement appréciée. Donc, de comment réaccueillir un employé qui a été déployé dans son équipe parce que qu'est-ce que ça peut avoir créé chez lui? Ce n'est pas tous nos gestionnaires là, qui sont naturellement au fait de ça. Donc, c'était intéressant là, de pouvoir le faire. C'est à géométrie variable. On voit une augmentation plus grande aussi d'utilisation du PAE. On a aussi propulsé qu'on encourageait les gens de le faire et ça fonctionne. Il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent et qui l'utilisent plus longtemps aussi. On voit que les gens utilisent leurs 8 séances, ça a été augmenté à 8 séances, utilisent de plus en plus leurs 8 séances alors qu'autrefois, notre moyenne était autour de 3 séances là, qui étaient utilisées. Donc, vraiment, on voit certaines utilisations, il y en a d'autres qui sont un peu moins populaires. Maude, merci beaucoup. Ça conclut la période de questions. Et avant qu'on vous laisse, on a Denis Chenevert, notre directeur au poste de santé, qui voulait adresser un petit mot avant la fin.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maude, pour ta magnifique présentation. Ce fut très intéressant. Et je me permets une dernière question, même si Raphaël a dit qu'elle n'avait plus. C'est le privilège que je peux avoir. Il faut bien que j'en aie un de temps en temps. Donc, je voulais juste vérifier. Bon, je sais que vous faites le suivi du nombre de signalements, du nombre de plaintes. Est-ce que vous faites également le suivi de l'impact du bureau, donc de ces activités, sur le climat de travail des différentes équipes et finalement du CHU Sainte-Justine, sur la détresse psychologique, la qualité de vie au travail, en tout cas sur des indicateurs qui permettraient de voir l'impact de ce que vous faites comme activité sur l'organisation comme telle? Ça n'a pas encore été fait. Donc là, c'est vraiment plus une lecture... que la lecture que j'ai est beaucoup plus, elle n'est pas du tout chiffrée, là, je suis vraiment plus dans le savoir. Ce serait vraiment une volonté de pouvoir éventuellement là, le faire parce que je pense que ce serait important. C'est sûr qu'on a passé, la première année, on était en projet pilote, donc on a axé plus sur comprendre qu'est-ce que ça créait comme impact. C'est sûr que ce qui est facile à mesurer, c'est les plaintes, là. Donc, ça, c'était notre impact, puis la recevabilité, puis que ce soit fondé, puis d'où ça vient aussi. Là. C'est sûr que là, je ne vous ai pas présenté dans quel service on les reçoit, mais il y a aussi une analyse de dans quel secteur. On a plus de signalements. Est-ce que c'est toujours les mêmes facteurs? Puis est-ce qu'on va aller avec plus de mesures de prévention dans ces secteurs-là? Mais on n'a pas mesuré l'impact encore. Donc, ce serait quelque chose à mettre en place. Ça pourrait donner lieu à un beau projet de recherche. Oui, mais en fait, je pense qu'Ariane m'avait déjà parlé d'un projet de recherche possible avec vous. Donc, je suis ouverte. Ben, merci beaucoup encore et je remercie tout le monde pour leur participation dans ce dernier webinaire de l'année. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et soyez prudents. Au plaisir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.